Alberto Onondon, en direct de Malabo. Bienvenue dans cette édition de Grand Reporter, notre émission de géopolitique. Nous retrouvons justement le géopoliticien Luc Michel. Luc, bonjour. Bonjour Luciano, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, pour une édition spéciale consacrée à un sujet choc, les preuves des complicités occidentales, dont la tentative de putsch avortée en 2015 au Burundi. Tout d'abord, l'idée de cette émission vous est venue après un coup de colère suite au débat sur Afrique Média, la thèse de certains panélistes selon laquelle il n'y aurait pas de complot occidentaux en Afrique, alors que les Africains étant responsables de ce qui leur arrive, vous étant insupportable. Écoutez, moi j'analyse depuis près de 15 ans précisément les réseaux occidentaux de déstabilisation qui se sont attaqués aux ex-républiques soviétiques et à la Chine et au Venezuela bien avant l'Afrique, bien avant ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps africain. Je ne suis pas, je tiens à le préciser, un partisan de ce qu'on appelle la théorie du complot, c'est-à-dire que je ne crois pas que la théorie du complot explique toute l'histoire. Je ne crois pas, par exemple, à toutes ces théories sur les attentats du 11 septembre, où on met les thèses officielles en cause, etc., même s'il y a des zones d'ombre sur lesquelles il faudra bien s'expliquer un jour, mais je sais, parce que j'ai précisément enquêté, que les machineries de déstabilisation occidentale des pays que l'on veut détruire, c'est une réalité, que ce soit ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, c'est-à-dire des organismes de l'État américain financés par le budget américain comme la NED, la NDI, l'USAID, etc., ou encore les fameux réseaux Open Society de George Soros, le milliardaire, ou encore leurs équivalents en France, en Europe, etc. Je sais aussi, pour avoir étudié les cas particuliers de certains États, que c'est une réalité. Prétendre le contraire, inspiré, je l'ai dit, par Dieu sait qui, par Dieu sait quoi, c'est dire quoi? C'est dire que toute cette déstabilisation, toute cette machinerie mise en œuvre contre les États n'existerait pas ou n'aurait pas de conséquences et que l'Africain, l'homme africain, serait responsable de tout ce qui lui arrive. C'est évidemment insupportable. La première chose, parce que c'est un complexe à l'envers. Moi, je me bats pour que les Africains, pour que l'Afrique n'ait plus aucun complexe. Mais il ne faut pas tomber dans la chose contraire. On me dit, lorsque vous avancez le complot, par exemple, pour expliquer ce qui se passe au Congo ou au Burundi, vous êtes dans une explication qui infantilise les Africains. Moi, je suis forcé de constater quelque chose. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la globalisation. Elle a été précédée par la globalisation de l'information, ce que McLuhan appelait le village mondial ou le village global. Les Africains ne sont pas plus bêtes ni plus intelligents que les autres peuples de la Terre. Pourquoi la déstabilisation, les manipulations qui ont fonctionné dans 15 ex-républiques soviétiques, à Hong Kong, au Venezuela, à 2 reprises en Ukraine, qui a conduit à la destruction de l'État ukrainien, pourquoi est-ce que les Africains ne pourraient pas en être victimes? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la guerre psychologique dont les déstabilisations des États font partie, dont ce qu'on appelle les révolutions de couleur font partie, le printemps arabe et le printemps africain n'étant que des versions adaptées de ces révolutions de couleur, eh bien, il y a derrière elles des instituts spécialisés, notamment de l'OTAN, qui sont en Hongrie et en Roumanie. Il y a des gens spécialisés qu'on appelle les psyops au cœur de l'OTAN pour manipuler les foules en détresse. Il y a ce qu'on appelle dans la politique américaine les spin doctors, c'est-à-dire les docteurs du cerveau, dont le plus célèbre était celui dont on disait qu'il était le cerveau de George Bush, de George Walker Bush, c'est le fameux Karl Rove. Des gens comme ça, il y en a derrière Donald Trump, il y en a derrière Hillary Clinton. Pourquoi est-ce que tout ce qui fonctionne en Europe occidentale, en Occident, en Russie qui a fait face
à 2 tentatives de révolution de couleur? Pourquoi est-ce que, quand c'est le tour des Africains, un, ils ne se laisseraient pas prendre, et 2, pourquoi est-ce que ce serait considéré les Africains comme des enfants, que ça, c'est faux, exact. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un de pratique, et le hasard a voulu justement que soit publié ce week-end un rapport secret qui concerne le coup d'État au Burundi, et qui explique exactement ce que sont les complicités occidentales dans la déstabilisation d'un pays. Alors, Luc, en vous entendant parler, venons-en au Burundi, votre exemple de tout à l'heure. Alors, qui s'est-il passé du 12 au 14 mai 2015 au Burundi? Eh bien, du 12 au... Pardon, à Bujumbura. À Bujumbura, au Burundi, et dans certaines autres villes, il y a une tentative de putsch militaire. Bon. Le président est parti en Tanzanie pour un sommet, et il y a un ancien chef des services secrets, appuyé par des généraux, les mêmes qui ont embrassé à l'aéroport le président Nkurunziza au matin lorsqu'il a quitté le pays. Il tente un putsch. Le putsch dure 3 jours, et le putsch ne marche pas. Il ne marche pas parce que les conditions sur lesquelles espéraient les putschistes et leurs patrons occidentaux n'existent plus, parce que l'armée du Burundi, ce n'est plus une armée ethnique, c'est une armée nationale, et parce que la police qui a été formée, justement, maintient, empêche le bain de sang, contrôle une partie des choses, met un terme à l'action de Rajolib qui appelle au renversement des institutions, et notamment empêche la prise de la radio et de la mairie. Il y a des commissaires de police qui, à cette occasion-là, font un boulot admirable parce qu'ils empêchent, rappelons-le, le bain de sang. Qu'est-ce qui se passe au Burundi? C'est simple. Exactement. Il y a une crise politique, il y a un président qui veut sa réélection, il y a une interprétation des accords d'Arusha et de la Constitution en 2 camps. Le camp du parti présidentiel qui dit oui, le camp de l'opposition et d'une partie du camp présidentiel appuyé par les Occidentaux qui dit non. La Cour constitutionnelle tranche, c'est la plus haute instance judiciaire du Burundi. On autorise le président à se présenter à son 2e mandat électif, qui est son 3e mandat, le premier résultant des accords d'Arusha. À partir de ce moment-là, les Occidentaux mettent en ligne une série d'étapes pour déstabiliser et renverser le pouvoir. C'est tout d'abord ce qu'on appelle l'installation d'une révolution de couleur. J'ai fait à l'époque, j'étais le premier des analyses qui m'ont rendu célèbre au Burundi. La télévision du Burundi a passé mes analyses. J'ai conduit à une prise de conscience des gens de ce qui se passait. J'en ai d'ailleurs été remercié par le président Nkurunziza il y a quelques semaines, qui m'a reçu en audience et qui m'a dit vous avez été l'un des premiers à nous soutenir, à expliquer ce qui arrivait. La révolution de couleur ne marchant pas, les experts russes qui ont repris mes analyses, ils parlent, avec une analogie avec l'Ukraine, d'un Maïdan burundais, comme il y a eu le Maïdan à Kiev. Ça ne marche pas. L'insurrection qu'on tente dans quelques quartiers de Bujumbura ne marche pas. On passe alors à la 2e phase, c'est le putsch militaire, avec un ancien chef des services secrets. Il y a des complicités, on va en parler, c'est le sujet de cette émission, et ça ne marche pas. Alors, la 3e phase, il faut quand même donner la suite. Les élections ont lieu, élections municipales, législatives, sénatoriales et présidentielles. L'Occident tente de les saboter. L'Union africaine, qui a sur place une mission de monitoring, elle est guidée par un ex-ambassadeur qui est l'ambassadeur Martins. L'ambassadeur Martins déclare, à part quelques problèmes locaux, comme il y en a partout, l'élection a été régulière, ouverte, démocratique, et il ajoute, mais je dois ajouter l'action des ambassadeurs de France et des États-Unis qui ont essayé de nous empêcher d'aller voir ce qui se passait vraiment dans le pays. 4e phase, le Burundi est toujours dedans, ça ne marche pas. On tente alors à la fois une révolte armée appuyée par le Rwanda, on tente du terrorisme qui continue encore maintenant. Il y a des gens actuellement, la nuit, qui jettent des grenades dans les cafés de la capitale et ailleurs. Et donc, on tente de faire basculer le pays dans la guerre civile. La stratégie de la tension, elle s'appuie sur des escadrons de la mort. On tue un jour un général, on tue le numéro 2, par exemple, du
du président Nkurunziza a été tué, comme ça, le chef des services secrets. Le lendemain, on tue un politicien de l'opposition, on tue un jour un Tutsi, un Hutu. Ça n'a pas marché, parce que les gens sont vaccinés par une série de génocides qui ont lieu depuis la fin des années 60. La querelle Hutu-Tutsi, qui est un pur produit à la fois d'une théorie idéologique issue de l'anthropologie allemande du XIXe siècle, c'est une théorie raciste. Elle dit que les Tutsis sont des Caucasiens noirs, c'est-à-dire des Blancs à peau noire, on est dans la folie, et que les Hutus sont un peuple destiné à être domestiqué par eux. Les Belges s'appuient là-dessus avant l'indépendance pour gouverner sur les Tutsis. Après l'indépendance, ils s'appuient sur l'autre côté, sur les Hutus encadrés par l'Église catholique, contre leurs anciens protégés Tutsis. Tout ça va donner, c'est le même problème au Rwanda et au Burundi, avec des conditions nationales différentes, mais la question est la même. Ça va donner dans les deux pays une série de génocides dont sont responsables les Occidentaux, la passivité de l'ONU, les Américains, les Français, les Belges, précisons-le, c'est-à-dire tous les gens aujourd'hui qui donnent des leçons à Bujumbura. On en vient évidemment, on en revient à ce coup d'État. Ce coup d'État est important. Le Burundi, c'est un État démocratique. Il y a donc un procureur général à Bujumbura qui enquête sur le coup d'État. Il a remis un premier rapport en septembre 2015 où il établit des complicités occidentales et il vient de sortir un rapport spécial qui établit à nouveau ces complicités, celles d'une partie de l'opposition. Ça a été l'élément déclencheur de cette émission, parce que moi qui étais en colère sur les gens qui disaient il n'y a pas de preuve des complots, mais moi j'ai ici, dans le cas du Burundi, j'ai un rapport de 20 pages. Alors justement, revenons à ce fameux rapport. Alors vous disposez des rapports, le top secret, du procureur général du Burundi, alors établissant les complicités dans ce putsch avorté. Alors, M. Luc Michel, pouvez-vous nous en dire plus? Que dit ce fameux rapport? Ouais, donc c'est un rapport qui s'intitule « Rapport sur les communications des différents acteurs du coup d'État raté » du 12-14 mai 2015. Il est établi par les services de sécurité du Burundi pour le procureur général. Il se base sur, non pas des écoutes, mais le relevé de toutes les communications téléphoniques, des mobiles et des téléphones fixes de généraux putschistes. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez minute par minute les appels pendant le putsch. Il y en a des pages et des pages. Je vais évidemment vous en donner la synthèse. C'est intéressant parce qu'il dévoile à la fois des complicités occidentales, des complicités dans la presse occidentale et aussi dans la soi-disant opposition burundienne en exil, notamment à Bruxelles. Alors, nous allons toujours revenir avec ce fameux rapport, puisqu'on retrouve aussi dans ce rapport mentionné les gens qui vous ont gravement diffamé lors de votre visite au Burundi en mai 2016. Oui. Alors, on va tout d'abord commencer par le rapport lui-même. Oui. Le rapport lui-même, il est, pour ceux qui veulent le consulter intégralement, il est disponible sur le site internet de Pan-African TV et sur mon site lucmichel.net, en PDF, donc intégralement. Il se base en fait sur les communications téléphoniques de plusieurs généraux putschistes, notamment le général Cyril Dereriukiye. Il se base sur un autre général qui est le général Godefroy Niyombare, sur un troisième général putschiste qui s'appelle, qui est repris, etc. dedans. L'écoute du général Dereriukiye, elle est intéressante. On voit notamment comment le directeur d'une radio libre, c'est la radio Bonesha FM, ordonne la destruction d'une autre station de radio, elle favorable au président Nkurunziza. Ceci, c'est une première réponse aux critiques qui m'ont été faites. On m'a reproché, par exemple, d'avoir été pris en photo, d'avoir eu un entretien aimable avec un commissaire de police, qui est le commissaire Mousseremou, qui est le commissaire qui a mis un terme
à l'activité de ces radios qui, pendant le putsch, appelaient au renversement des autorités. On a ici un élément de ce que faisaient vraiment ces radios libres. On notera que ces radios libres s'inscrivent dans ce qu'on appelle la nouvelle presse africaine, c'est-à-dire dans ces médias qui sont, on revient au complot occidental, financés par la fondation sud-africaine Osiwa, de notre vieil ami Georges Soros. Osiwa, c'est par exemple le financement direct du Monde Afrique, la version africaine du Monde à Paris, qui est aussi le journal qui diffame les présidents Biya, le président Idriss Déby Itno, le président de Guinée équatoriale Obiang Mambassougou. Vous allez comprendre ce qui se passe. Le Monde Afrique est devenu aujourd'hui le principal partenaire d'un média burundais d'opposition qu'on appelle Iwachu et qui est à Bruxelles. Il y a d'autres communications avec des avocats, avec des généraux comme le général Prime Gowe Nubunuza. Lorsqu'on prend par exemple le cas du général putschiste Niyombare, qui est l'une des têtes pensantes de ce putsch pro-occidental, il faut quand même rappeler que pendant les premières 24 heures, alors que ce putsch avait échoué, les médias occidentaux, AFP, Reuters, RFI, Deutsche Welle et compagnie, et la RTBF, ont donné le putsch comme réussi, ont fait croire que le président était en fuite, cherchait un refuge, alors qu'il était déjà revenu par voie de terre dans le pays. Et donc, le général Niyombare, c'est intéressant, parce qu'il est en liaison avec un certain nombre de personnalités de l'opposition. Il y a Innocent Muodzi dedans, Simon-Pierre Naïmana, Philibert Abarougira, Édouard Nibigira, les deux sœurs Fifter, Patricia et Mélissa. Ce sont toutes des figures que connaissent évidemment la burundisphère sur Internet. Il faut quand même constater quelque chose. Il y a aussi des complicités avec les gens des médias occidentaux. On voit par exemple que la première personne qu'appelle le général putschiste Godefroy Niyombare, lorsqu'il lance le putsch, c'est la correspondante de RFI. Voilà. Alors, on va quand même revenir sur quelques noms, avant de venir, comme vous m'avez posé la question, aux gens qui m'ont attaqué lors de mon voyage au Burundi au début du mois de mai 2016. Il y a, par exemple, une figure centrale qui est Innocent Muodzi. C'est le directeur de la radio-télévision Renaissance. C'est le président de l'Observatoire de la presse du Burundi. Vous noterez Observatoire de la presse du Burundi. Ce sont les mêmes méthodes qu'on retrouve avec le soi-disant OSDH, piloté par les services britanniques de sécurité MI6 et MI5 en Syrie. Il est un parent, évidemment, du directeur de Contact FM, qui est un média proche de l'opposition. C'est un de ceux, Contact FM, une des radios, qui a contribué à mobiliser et à tenter la révolution de couleur au printemps 2015, à partir de messages sur Twitter émis depuis Kigali. Parce qu'une grande partie de ces gens, elle est en fait instrumentalisée, marionnettisée, maraboutisée par les services secrets du Rwanda de Paul Kagame. Il y a, dans les appels téléphoniques de ces généraux putschistes, il y a une partie importante du téléphone de Radio-Télévision Renaissance qu'on retrouve ensuite dans une chaîne qui s'appelle Contact TV. On a une autre personne, c'est Antoine Kabourai. C'est le directeur du groupe de presse Iwachu dont nous parlions. Iwachu, il faut quand même savoir, c'est l'enfant chéri des réseaux du Parti libéral belge, du Premier ministre Charles Michel, de son père Louis Michel, qui est l'un des principaux complices du régime de Kagame dans la région des Grands Lacs. Iwachu, on dit que c'est le seul média d'opposition. J'ai rappelé donc qu'ils étaient aujourd'hui évidemment liés au monde Afrique, c'est-à-dire à l'un des fleurons de la galaxie d'Osiwa de Georges Foroch. Ils ont le soutien de la RTF, BF, la radio-télévision d'État belgicaine. On a un troisième nom, c'est Pacific Ninamwadze.
c'est l'ancien président du FORC, F-O-R-S-C, c'est le cœur de tentative de la révolution de couleur au Burundi. C'est eux qui, à partir du 26 avril 2015, rythmaient les manifestations violentes en appelant les jeunes à manifester. C'est eux qui décrétaient, par exemple, aujourd'hui c'est la trêve, demain on reprend. Ce sont les gens qui agitaient la rue en espérant évidemment des morts. On retrouve d'autres gens là-dedans, tous les activistes en fait des réseaux Twitter, des réseaux Facebook. Il a, Pacifique Niyawadze, il a un frère, c'est Thierry Uwamaoro. Lui est basé aux États-Unis. Là, on est dans les réseaux parrainés par la NED. Et il assurait la coordination des équipes opérationnelles, stratégiques, logistiques, communication. Tout ça, ce n'est pas Luc Michel qui l'affirme, ce sont les enquêtes avec des témoins du procureur général du Burundi. On en vient à votre question, évidemment. Allez, je me rends donc à l'invitation du président Nkurunziza à la fin du mois d'avril et au début de mai au Burundi. Je mène une tournée de visite dans le pays, je donne des conférences et je suis pris à partie par un groupe d'excités, sur Twitter essentiellement. Je suis diffamé, insulté, on utilise ma fausse biographie Wikipédia. Tout ça est fait avec une très grande lâcheté parce que les comptes Twitter qui m'attaquent m'empêchent de répondre. Je réponds quand même sur d'autres canaux. Pour vous dire la grossièreté, nous avons évidemment identifié derrière ces gens, non pas des Burundais, mais des Belges, c'est-à-dire probablement des gens travaillant pour les services secrets belges. Je suis notamment insulté de... Je vais vous citer le nom parce que moi je n'ai pas de porte détournée. On dit Luc Michel est un macaque. Vous savez bien qu'aucun Africain ne va traiter quelqu'un de macaque, mais c'est comme ça que les racistes flamands en Belgique appellent les gens de couleur. L'injure est signée. Eh bien, nous retrouvons cité dans le rapport donc, sur les écoutes téléphoniques lors du putsch, on retrouve des parents de M. Muhoozi. On retrouve par exemple David Gakunzi, c'est le chantre du soi-disant génocide au Burundi. Il s'appuie sur un avocat belge qui est maître Bernard Maguin, qu'on va retrouver aussi dans la manipulation du procès Habré avec maître Bourdon de Transparency International devant les soi-disant chambres africaines extraordinaires de Dakar. Nos téléspectateurs ont les oreilles qui s'écoutent, ont les oreilles qui s'ouvrent. Tous ceux qui me suivent régulièrement, ils sont nombreux sur Afrique Média, ils ont compris que nous sommes bien au cœur des réseaux qui déstabilisent l'Afrique. Il y a un deuxième personnage, c'est un certain Teddy Madzina. C'est un de ceux qui m'a le plus grossièrement insulté, parce qu'on n'est plus dans le débat politique. C'est un photographe. Il est qualifié par le rapport du procureur général de réseauteur de l'opposition auprès des étrangers à Bujumbura, mais il est accusé aussi d'être un vendeur de drogue. Intéressant personnage. Nous avons aussi Nestor Bidadanoure, activiste de l'opposition radicale. Quand vous avez fait évidemment le tour de tous ces gens, vous voyez que vous êtes dans un petit monde extrêmement structuré, qu'il y a des liens, notamment au niveau du fameux média Iwachu, qui m'a attaqué, mais dans un registre évidemment un peu plus policé. La critique d'Iwachu, c'est une critique politique, les autres, ce sont les poubelles d'Internet, mais on retrouve des gens qui sont tous liés, qui ont tous des coordonnées, et quand, comme on dit, vous grattez derrière, quand vous éclairez l'ombre derrière lequel il se cache, eh bien, vous découvrez les vitrines légales de la CIA, les services secrets occidentaux, les radios-télévisions ou les agences d'information des États de l'OTAN. On est évidemment dans un complot signé. Ma chute, elle sera assez simple, je pense que les téléspectateurs m'ont compris, c'est que ce que je viens de vous expliquer pour le Burundi, mes enquêtes l'ont établi pour la Guinée équatoriale, l'ont établi pour le Tchad, l'ont établi pour le Burkina Faso, l'ont établi pour le Sénégal. Je suis en train de mener les mêmes enquêtes pour la République démocratique du Congo avec les mêmes conclusions.
Je vais vous ajouter quelque chose. Allez-y. Avant ça, j'avais les mêmes éléments pour la Russie, le Bélarus, l'Ukraine, le Venezuela, ou encore la fameuse révolution des parapluies à Hong Kong, il y a 2 ans. Vous avez donc une pieuvre mondiale qui, effectivement, organise la déstabilisation des États, et refuser de voir ça, et prétendre que l'homme africain serait responsable de ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. À partir de ce raisonnement-là, on peut dire que les Africains déportés pendant les 5 siècles d'esclavage étaient aussi sans doute responsables de ce qui leur arrivait. Merci Luc Michel. Merci Luc Michel pour ces analyses. Nous donnons rendez-vous à nos fidèles téléspectateurs pour la prochaine édition de Grand Reporter. Bonne soirée à tous.